Hors cadre. Le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au Centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors cadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invité aujourd'hui est Luc Palgois, qui a exposé au Centre d'exposition en 2019. Luc est un artiste originaire de France, établi au Québec depuis plusieurs années, et on sent que les deux cultures s'entremêlent dans toutes les sphères de sa vie atypique. Il a été hyper généreux et s'est livré sans filtre. Bon podcast. Bienvenue, Luc. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour. Luc, tu es issu du monde de la danse contemporaine. Tu as été producteur d'une compagnie de danse française avant de te tourner vers de te concentrer vers l'art visuel. J'aimerais que tu me parles dans un premier temps un peu de la place que prend quand même encore la danse dans ta vie ou comment les corps en mouvement peuvent t'influencer, t'inspirer, peut-être ça, colorer ta démarche artistique. Alors, le corps de la danse, le corps aujourd'hui, c'est sûr que c'est la même personne, mais par contre, c'est le corps s'est arrêté. Moi, je suis malade. J'ai une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante qui transforme petit à petit mes ligaments et mes muscles en os. Donc, ça vient avec beaucoup de douleurs, puis des incapacités physiques récurrentes tous les matins. C'est plusieurs heures compliquées avant de pouvoir bouger moindrement. Donc, on est très loin de la danse. Par contre, j'ai l'héritage du corps en mouvement. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma mémoire. Donc, c'est quelque chose qui reste une ligne conductrice esthétiquement. Et j'ai développé des capacités à contourner la douleur et à contourner les incapacités. Donc, le corps, je l'utilise encore en tant que plasticien parce qu'en tant que photographe, c'est des corps arrêtés. Donc là, c'est beaucoup, même si on n'arrive pas, je suis souvent mon propre modèle dans la série qui a été exposée ici, même si on n'arrive pas à tenir un show de danse de 50 minutes, on peut répéter une pose en photographie jusqu'à y arriver. Il n'y a pas de public, il n'y a pas cette composante de public au moment où on produit l'œuvre d'art. C'est la différence entre les arts vivants et puis les autres. Donc, en retirant la composante art vivant, j'arrive encore à performer avec mon propre corps, pas de la même façon, mais dans des façons quand même assez abouties, où on ne voit pas la contrainte, ou alors la contrainte est devenue une composante esthétique de l'ensemble, une source d'inspiration ou une composante esthétique. Le corps est quand même au centre de ta démarche d'art visuel, que ce soit le tien ou des fois comme c'est la série, c'est quoi, non, Les Beaux Garçons d'Oakland? OK, Les Beaux Garçons d'Oakland, ça c'est... cette série-là, c'est un travail sur l'esthétique de la masculinité, de la nudité masculine en situation de forêt. C'est un double projet. En fait, je travaille soit en studio blanc, où là, les jeunes hommes sont totalement sortis d'un contexte, on les dirait détourés si on était en train de monter une maquette. Ou alors en situation de nature, parce que j'ai la chance d'avoir mon atelier et l'endroit où je vis dans un endroit avec beaucoup de terre et de bois. Et dans la forêt, il y a un endroit particulier qu'on appelle l'allée des fées, qui forme une sorte de cathédrale verte avec un tapis de mousse particulièrement épais, une lumière zénitale, que j'appelais mon studio vert et qui m'a permis de développer cette série-là. Donc, dans la série des Beaux Garçons d'Oakland, j'avais envie de parler de la beauté masculine en situation de nature, ce qui était le contraire de ma série d'Homme-Serre, où là, je travaillais la diversité du corps masculin, beaucoup, aussi le corps féminin, mais moins quand même dans la série, mais décontextualisé. Il n'y a pas du tout de contexte dans la série des Hommes-Serre. Donc, elles se répondent un peu, mes séries d'œuvres d'art se répondent toujours d'une façon ou d'une autre. C'est un peu ça, Les Beaux Garçons d'Oakland. Voilà. Tu as parlé de créer à partir de ton lit, de vivre dans ton atelier, puis du fait que tu es souvent ton propre modèle, ton corps, tu utilises ton corps. Ça m'a fait penser un peu à Frida, là, qui faisait la même chose, qui a souffert physiquement beaucoup. Est-ce qu'il y a un rapport entre la souffrance physique et l'utilisation de son corps comme matière première et inspiration? Avant que je sois malade, c'était autre chose qui avait motivé l'utilisation de mon corps.
après que j'ai été dans la paralysie, que j'ai été incapable de marcher quelques mois dans le processus. À travers ça, il y a eu 72 heures où mes mains ont plus du tout fonctionné. Bon, Ça a dû faire peur, ça? ouais, mais à chaque fois, ça a déclenché une série d'œuvres d'art. Ou les broderies, par exemple, c'est beaucoup lié au fait que j'ai perdu l'usage des mains à un certain temps. Longtemps, j'ai eu des traitements compliqué, je faisais de la chimio toutes les semaines qui me mettaient vraiment par terre, en plus de gérer la douleur arthritique et tout ça. Donc, il y avait un défi, comme le mercredi, quand je me relevais des traitements à peu près, là, à arriver à faire une photo avec mon corps ou une partie de mon corps, arriver à créer une charge artistique avec un corps qui se relève d'un traumatisme de 72 heures hebdomadaires. Donc, ouais, là, j'ai utilisé aussi, je m'en suis aussi servi d'une façon pas thérapeutique, mais pour m'aider à passer un moment compliqué de la semaine et redéfier en disant, OK, je t'ai encaissé ma chimio, là, regarde la photo que j'ai faite, c'était écœurant. Fait que, oui, il y a un défi quand même. À chaque fois que j'arrive à utiliser mon corps de façon esthétique foudroyante, on va dire, je trouve que je mets une baffe à la maladie quand même. Tes œuvres qui s'appellent « Mon corps est une zone de guerre ». Ouais. C'est magnifique. Comment qu'on arrive à avancer dans cette zone-là, tu sais, avec les peurs, j'imagine? Comment qu'on se trouve des espoirs? À partir du moment où cette œuvre-là, c'est sûr, ouais, cette œuvre-là, elle est violente. C'est bon, on est à la radio, donc c'est mon corps recroquevillé avec un bâillonné, la bouche bâillonnée. Et puis, j'ai utilisé les injections que je reçois là, chaque semaine pour faire comme si mon corps était un porc-épic de piqûres. Donc, et le slogan écrit dessus, c'est « Mon corps est une zone de guerre ». À partir du moment où j'ai prononcé la phrase, ça a d'abord été un vers avant d'être une image. À partir du moment où j'ai réussi à prononcer cette phrase-là, c'est-à-dire à toucher la vérité, à nommer les choses, je suis lexicologue de formation, puis c'est vraiment toujours important, le juste mot, la juste phrase. À partir du moment où on arrive à nommer la chose, si violente soit-elle, si abominable soit-elle, elle est circonscrite. Donc à partir de là, tu as repris une partie du contrôle. Voilà. Nommer, t'es moins dans le vague. C'est ce que je dis toujours. Vaut mieux avoir la pleine connaissance du truc pour l'encaisser puis réagir. Si on se cache une partie, si je me fais croire qu'à un moment au printemps, il y avait des décisions professionnelles à prendre, des choix à faire, puis j'ai réfléchi à refaire de la scène. Bon. Et évidemment, au printemps, dans les 4 semaines où je vais bien dans l'année, ça se peut que je danse. Fait que j'ai dansé. Mais après, ça vient vite que, ouais, OK, un vidéoclip de danse, je peux, mais une tournée, c'est totalement pas possible, quoi. Parce que je peux pas... une tournée, je dépends d'une équipe, je dépends de plusieurs équipes, etc. Ça, c'est toujours une problématique dans les deux sens, que je peux faire faux bond, puis que je contrôle plus tout. J'ai plus le contrôle qualité. Donc, voilà, ça marche super bien tant que je suis dans mes studios numériques, mes ateliers, mes machins, que je quitte pas la maison. Après ça, il faut l'envisager autrement. Et voilà, il y a des projets comme ça aussi. Voilà. Je serais peut-être pas sur scène, mais je retournerai. On retourne en arrière. Peux-tu nous parler de ta pandémie? J'ai lu qu'en 476 jours, tu étais sorti seulement 5 fois pour recevoir des soins médicaux. Ouais. Puis tu avais croisé au total 29 humains. Oui, en comptant les livreurs. De pharmacie. Ça a été difficile, là, ce confinement-là. Tu as pris ça au sérieux, là. Tu n'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Ça, j'avais pas le choix. En plus, je suis encore beaucoup sur l'Europe et papa est médecin. Donc, je l'ai vu venir avant qu'on en parle. Je voyais bien là que ça tournait mal. Puis, de toute façon, les scientifiques en France, ils me disaient planquez-vous, planquez-vous, planquez-vous. Donc, ça a été la première chose. Puis, immédiatement, les premières heures quasiment de la pandémie, moi, le téléphone s'est mis à crépiter, les messageries à crépiter, parce que je suis le gars qui est enfermé depuis 6 ans à l'époque dans son atelier.
mais qui fait des scores ahurissants de médiatisation de son boulot, puis qui performe de toute façon. Je donne toujours mes ateliers dans les écoles. Ça, j'ai jamais arrêté la maladie, mais je vais pas dans les écoles. Je suis en 2D. Je suis monsieur 2D. Donc, d'un seul coup, monsieur 2D, ça devient l'expert. Fait que là, les écoles m'appellent. Comment on fait pour trouver les écoles? Fait que là, on s'est mis à me donner de l'argent pour aider les autres. Bon, donc je suis passé d'une situation de handicap où j'avais beaucoup de pertes de différentes autonomies à expert. Je trouvais ça drôle. J'aimais bien. Et puis après, on a décidé que, voyant que les confinements allaient durer, par rapport à ce qu'on sait faire pour les enfants, on s'est dit avec Sylvain, la priorité, ça va être de focuser sur les enfants. On a déjà vécu des situations de crise et on sait faire avec Sylvain dans les situations de crise avec les enfants. Donc, on a décidé de créer notre petit magazine culturel en direct. Et puis, ça a pris des proportions ahurissantes. On a fini à 500 000, un demi-million, c'est ça, 500 000 téléspectateurs, internautes qui ont vu nos émissions pour gamins pendant la pandémie. Donc, c'était toutes les semaines, ça a donné un rythme. Ce qui fait que... oui, tout était fermé, mais moi, d'un seul coup, il y a eu vraiment beaucoup plus d'activités à la maison. C'était pas juste pendant l'ouverture à la belle saison. Là, ça s'est mis à crépiter dans les studios, puis voilà. Tu n'as pas souffert d'isolement, dans le fond? Non, au contraire. Moi, ça a été d'un seul coup, tout le monde débarque, là. C'était vraiment pas physiquement, mais j'avais plus de tranquillité. C'était même... j'ai recommencé à avoir du retard dans mes courriels, dans mes messages. Moi, c'est comme, voyons donc. T'étais débordé. Ouais, là, ça a recommencé. Donc, il y a eu ça. Et puis ensuite, ça nous a conduit jusqu'en janvier, où là, dans l'idée, c'était quand même d'arrêter le numérique. Moi, je voulais voulais pas en faire tant que ça du numérique, puis alors pas à des quantités pareilles, quoi. Donc là, c'était comme revenu à, on peut-tu un peu faire moins de numérique puis plus de réel? Donc, je pensais qu'on allait pouvoir réouvrir l'atelier Auckland et refaire la programmation qui avait été annulée 2 années de suite et refaire nos événements habituels, etc. Donc, je tenais en me disant, c'est bon. Puis là, je voyais bien que la 2e dose n'arrivait pas. Alors, à la 3e, il m'en faut 3. Voilà. Bon, là, pour finir, j'ai eu toutes les doses qu'il fallait, mais la saison estivale était finie, donc on oublie ça. Voyant ça, je me suis dit, il faut que tu réappliques la formule. Tu vas devenir dingue parce que là, tu n'as plus rien à faire. Puis moi... Et là, j'avais de l'argent devant moi, j'avais du temps devant moi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des grands formats en art plastique. Je voulais reprendre les histoires de broderie. Je venais d'être Canadien à l'automne précédent, puis je voulais faire une œuvre symbolique comme pour ça. Fait que là, j'avais décidé de broder une énorme couronne de Saint-Édouard dans un panneau de Gyproc de 7 par 5 pieds. Fait que ça m'a occupé 4 mois. Déjà, ça a fait passer un bon 4 mois. Et puis après, tout le monde m'a dit qu'il fallait continuer ce projet, que c'était dément, etc. Je voyais bien, j'étais persuadé, je suis capable de m'analyser aussi. Mais physiquement, ça ne suivait pas. On parle de 4 par 8, puis de driller. On n'est plus à pas bouger devant une caméra, puis à parler aux gamins. Donc le corps ne suivait pas. J'ai réadapté l'atelier, une fois de plus, à cette nouvelle forme de production. Là, les choses sont redevenues possibles et je me suis mis à produire ça. Et c'est ça, en fait, c'est drôle parce que toujours le même processus. Je m'applique mon cours de fac que je donnais il y a 20 ans sur le développement d'une carrière artistique. Je reprends ça, puis ça marche. Donc là, j'ai commencé d'avoir des appels pour qu'on vienne visiter l'atelier, puis les broderies ont commencé de pogner, puis là, voilà, on est parti sur une histoire démentielle à nouveau. Tu as parlé beaucoup des programmes que tu faisais avec les enfants, puis tout ça, puis c'est vrai que vous en faites beaucoup. Puis avec tes projets d'homme-sœur, puis de beaux garçons, tu travailles beaucoup avec la nudité en même temps, tu sais. Comment tu concilies les deux? C'est clair que, pour le coup, on a une distorsion culturelle. Parce que moi, je suis européen génétiquement, mais aussi culturellement au départ. Et le rapport à la nudité qu'on peut avoir en France ou le rapport à la nudité qu'on peut avoir ici n'est pas du tout le même. Jamais j'ai imaginé, pour le coup, j'ai eu une mauvaise analyse peut-être au départ. Cette proposition qui incluait de la nudité, elle n'a pas eu
en tout cas, le propos que j'y mettais, c'est pas celui qui a été le premier vu dans ce projet-là. Ça a beaucoup bloqué sur la nudité. Mais ça a bloqué à des endroits étonnants parce que il y a 6 ans, 7 ans, les hommes serfs étaient exposés dans la grande salle de l'atelier Auckland, qui était la même à l'époque où je donnais les ateliers sur iPad avec les enfants. Et il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème quand il y a les enfants. Il y a jamais de problème ni avec les enfants, ni avec leurs parents. Il y a des problèmes hypothétiques avec des institutions. C'est-à-dire qu'une institution va faire l'hypothèse que les choses vont mal se passer. Donc ça, j'ai été confronté à ça par rapport à la réalité d'une proposition artistique qui inclut de la nudité ici. Les problématiques que j'ai pu rencontrer, c'est ce que le 21e siècle et les réseaux sociaux peuvent avoir de pas cool. Tu reçois des centaines de photos abominables quand tu conduis un projet comme ça. Puis voilà, quoi. Donc ça, c'est plate. Tout ce qui relève de se faire exclure sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de la nudité, donc les gens qui t'aiment pas, ils te dénoncent. Puis tu t'es fait bloquer sur Facebook régulièrement. Tout le temps. Même des trucs qu'on par rapport, même mes émissions de... Mais ça, c'est les gens méchants, personnellement méchants. Ça, c'est les trolls, c'est encore un aspect... on parle pas de ça, c'est pas intéressant. Mais tu parlais tantôt de pudeur ou de... Tu penses-tu que les Québécois, les Canadiens sont plus prudes que les Européens? Non, prudes, non, parce que c'est pas vrai. Quand tu parles avec les gens, voilà... Mais il y a un puritanisme nord-américain, c'est pas québécois, c'est nord-américain, c'est transculturel, qui est avéré et évident, au point que les gens, même ça... Il n'y a personne qui... Il y a des blocages, comme... Ça filtre. Chaque fois que je dis, il y a un gars tout nu en plein milieu de chacune des églises du Québec, tout le monde me dit, voyons donc, regardez, misère, regardez mieux. Puis pas un peu tout nu, là. Vraiment, c'est explicite. Donc, c'est un trait culturel nord-américain, c'est une composante nord-américaine, et il y a ça. Donc, tu fais avec ou tu fais autre chose. Dans ta série Hommes, cerfs, c'est des corps, c'est ça, humains avec des têtes animales. Ouais. Est-ce que c'est un peu un appel à se fier à son instinct sans toujours trop penser, justement, trop réfléchir? Il y avait cette volonté, le discours entre la partie humaine et la partie animale. Ça, c'était un truc tout le long. Qu'est-ce qui relève de notre animalité? Qu'est-ce qui relève de notre instinct? Qu'est-ce qui relève de notre intelligence, de notre culture? Ça, c'est un discours que j'ai tout le temps, puis qui me surprend. Comment ça se fait que par ma grand-mère maternelle, je descends d'une lignée d'horlogers qui ont immigré de Suisse, en tout cas un truc très... Fait qu'il y a comme tout un tas d'horlogers jusqu'à mon arrière-grand-père qui est complètement autre chose, et ensuite ma grand-mère. Et un beau jour, je me suis mis à démonter des cartels anciens et à les réparer comme ça. Donc ça fait partie des questions. Personne ne m'a jamais appris à démonter une horloge du 19e siècle et à la remonter et qu'elle fonctionne. Tu avais comme hérité d'un geste? C'est ça. Fait que tu te poses des questions. Fait que, voilà, qu'est-ce qui relève? Qu'est-ce qui passe bizarrement? Qu'est-ce qui passe qu'on apprend? Il y avait ça. Il y a que j'arrive, mon atelier, comme je disais, il est vraiment dans une terre, là, ce qu'on appelle une terre. Donc, on est entre prairies et forêt. Et moi, Européen, je suis fasciné par l'accès. D'abord, le plus gros rapport nature-civilisation qu'il y a ici, il y a beaucoup plus de nature par rapport à... En France, il y a des villes puis des villages partout. Là, il n'y a pas des forêts pendant des kilomètres et des kilomètres. Si ça brûle, ça ne brûlera pas longtemps, là. Et c'est des petits feux. Fait que, ouais, c'est ça. Donc là, on est là. Il y a des chevreuils partout. Hein. C'est la saison en plus où c'est compliqué. Donc, il y a des chevreuils partout. Donc, il y en a, j'en vois. On voit des cerfs en Europe. J'en ai vu, mais pas tout le temps comme ça. Donc, il y a beaucoup plus d'animaux sauvages qu'on peut observer. Donc ça, j'ai commencé d'abord par photographier des animaux sauvages, parfois au péril de ma vie sans le savoir. Les orignaux, ça a l'air qu'il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas leur parler ni rien. Et et puis ensuite, le projet des hommes cerfs, il a été aussi déclenché par le besoin du masque, parce que le projet des hommes cerfs devait durer que 3 mois. C'était un projet du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke et de la maison de la
culture de Brompton, la Maison des arts et de la culture de Brompton. Et la proposition était faite à des photographes de s'inspirer de travaux d'autres photographes. Moi, j'avais eu une photo. Alors là, évidemment, je ne vais pas me rappeler du nom du photographe. En tout cas, c'était un garçon extrêmement maigre, torse nu, avec un squeegee dans la main. Les boxeurs qui dépassaient des jeans avec écrit « Rage » sur l'élastique du sous-vêtement. Puis une photo en noir et blanc. Donc, Avec son visage. Avec son visage. Okay. Et que je repartais de ça pour créer une proposition qui allait être évaluée et exposée si jamais. Donc là, moi, j'étais complètement dans l'univers de la création pour enfants, pas du tout. Mais justement, c'est un projet court sur 3 mois. Arrive la fin de la saison culturelle, c'est l'été. On n'ouvrait pas encore à l'époque. J'ai du temps devant moi. Je dis, je vais faire un projet pour adultes, juste 3 mois. De toute façon, je ne serai pas pris, fait que ce n'est pas un problème. Donc je fais ça, j'ai été pris. Et donc, j'ai fait une analyse linguistique, sémiologique, parce que c'est ma formation universitaire, de l'image, en mots-clés. Donc, il y avait la maigreur, il y avait l'écriture, j'avais gardé l'idée du thé pour le squeegee, pour la petite raclette à vitre. Puis j'avais mis dans les réseaux sociaux, parce que le public est toujours présent dans ma création, dans le processus de création. J'avais demandé aux gens de réagir à la photo, de remettre d'autres mots-clés. Il y en avait eu, mais globalement, j'avais quand même fait le nuage lexicologique. Et que je suis reparti de ce petit tas de mots. Donc, un corps maigre, j'en avais un. Là, s'imposait le besoin du masque parce qu'à l'époque, on a 2 millions d'internautes sur le site pour enfants par an. Voilà, quoi. Je fais attention, justement, à l'idée du corps d'un personnage pour enfants, en l'occurrence moi, qui se retrouve nu dans un musée. C'est pas la même diffusion, on s'entend. Mais on ne le sait pas. À l'époque des réseaux sociaux, j'ai pas envie qu'on dise voilà, Lulu, il est torse nu ou je sais pas quoi. Bon. Donc, ça impose l'idée du masque qui vient compléter l'animalité parce que là, moi, je vis on vit dans une maison intergénérationnelle où un des protagonistes de la maison, mon beau-frère, a été un chasseur et il chasse plus, mais il lui reste 5 ou 6 trophées de chevreuil dans son bureau. Donc, je demande à Gaëtan si je peux décrocher une tête de chevreuil puis la photographier pour mon truc. Il me dit oui. Fait que j'ai photographié ma tête et c'est devenu ma tête. Aussi, pour des raisons qui me sont strictement personnelles, moi, j'ai grandi dans un endroit qui s'appelle Saint-Hubert, qui est un relais de chasse. Donc, il y a cette culture du cerf, du cinq, du cerf où il apparaît une croix, en tout cas la légende de Saint-Hubert, on ne revient pas là-dessus. Et les cerfs qu'il y a dans le jardin, je viens, moi, d'une famille de chasseurs naturalistes. Mon grand-père parlait de la nature, revenait de la chasse, etc. Donc j'ai aussi cet héritage. Enfant, j'ai plumé des oiseaux dans la cuisine de ma grand-mère et tout ça. Donc tout est fusionné, le cerf se justifie à titre personnel comme usage du masque, comme usage culturel, parce que c'est ça, tout le monde parle de cerf ici, puis culturellement, je l'avais aussi. Donc voilà, là, il faut que j'arrête de parler. Pour le thé, tu utilisais l'arbalète, j'imagine? Oui, c'est ça, merci. Tu m'as déjà entendu le raconter, c'est ça. Oui, le thé, c'est devenu l'arbalète parce que ça aussi, ça m'avait fasciné. Je n'avais pas eu accès à... Pour le coup, je viens d'une famille de chasseurs en Europe, mais ils chassaient avec différentes armes à feu. L'arbalète, c'était pas du tout développé là-bas. Donc, il y avait un truc de fascination qui renvoyait un peu à des choses médiévales, très ancestrales. Et moi, comme je travaille beaucoup sur l'histoire de l'art, voilà, le premier cerf à l'arbalète, c'est aussi un Christ orthodoxe, un Christ de la première génération du IIIe siècle, Pantocrator, un Christ Pantocrator. Donc, la pose, il faut aller la chercher dans l'iconographie artistique du IIIe siècle. Ça m'amène à faire le pont avec l'exposition qu'on a eue ici, qui était Les Hommes-Sœurs. Puis c'est sûr qu'aussi, ça m'amène aussi à faire... Parce que tu as été un des premiers, si tu veux, artistes qui a exposé des corps semi-dénudés.
Puis c'était un peu compliqué pour nous, justement, à cause de la bibliothèque des enfants. Fait que, tu sais, c'est un peu la problématique que tu me comptes aussi pour toi, de devoir te masquer quand tu as commencé à prendre des photos de toi. L'expérience a été vraiment le fun parce que, tu sais, avec les serres, on a pensé à mettre des arbres dans la salle. C'était un peu pour rendre ça ludique en même temps, la façon d'exposer tes œuvres. Puis, tu sais, moi, chez nous, tu parles qu'on a des serres un peu partout ici, puis c'est vrai, puis chez nous, j'en ai beaucoup. Mais, tu sais, les serres, moi, je vois ça chez nous, ils sont cachés en arrière d'une branche d'arbre, puis ils bougent pas, puis ils pensent qu'on les voit pas, tu sais. Fait que c'est là qu'est venue l'idée d'accrocher les œuvres sur les arbres pour représenter ça un peu, tu sais. Mais c'est une exposition qui a eu beaucoup de succès, puis je pense que tu as fait quand même... il y a eu beaucoup de ventes qui se sont faites. Tu sais, ça l'a ouvert d'autres perspectives, je pense, pour le centre culturel aussi, cette exposition-là. C'est un beau compliment, ça, André. Il faut dire aussi que travailler avec vous, c'est un peu du bonbon, quoi. Je vais dire un truc que je dis toujours que je ne vais pas le dire, puis je le dis tout le temps. Quand je suis parti d'ici, je leur ai dit je ne retrouverai jamais des conditions pareilles. C'était ma meilleure expo, point final, ça s'arrête là. En même temps, c'était vrai, il y a eu la pandémie quelques semaines après. Ouais, c'est ça. Mais il y a ça aussi, c'est facile de faire du... non, c'est pas facile de faire du bon boulot, c'est toujours difficile de faire du bon boulot. Ça veut pas dire que c'est pas le fun. Mais il y a la possibilité de faire du bon boulot ici. Il y a une culture de l'excellence dans la joie de vivre. Ça travaille fort, André. On le sait bien tous les deux. Mais ça travaille joyeusement, puis dans une logique de réussite, et avec un truc que j'apprécie particulièrement, parce que tu l'as vraiment pas forcément tout le temps, puis partout, avec un souci permanent de l'auditoire. On fait des expos. Oui, il faut être gentil avec l'artiste, c'est incroyable comment vous êtes gentil, c'est même, vous devriez pas, on mérite pas tant que ça, mais on fait des expos pour le public. On fait des expos pour un auditoire. Donc, on travaille tout le temps dans ce sens-là. Puis, c'est ce qu'il faut. Et que c'est le fun à tous les niveaux. Puis après, je sais pas, on parle-tu des coulisses d'une expo ou... Oui, certainement. Je le dis à tout le monde, appliquez, téléchargez le dossier, puis appliquez. Même si vous attendez 10 ans, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous allez avoir mieux que ce que vous avez imaginé. Moi, j'avais dit à la blague à André, on n'a qu'à monter l'expo dans une forêt. Pof, elle me fait une forêt. Bon, voilà, c'est ça. Fait que faites attention à ce que vous dites à la réunion, là, parce que ça se peut que ça arrive. Puis, tu travailles dans un niveau de professionnalisme élevé. Alors, le contrat fait 30 pages, ce qui est rassurant, parce que justement, tu te dis, avec un contrat de 30 pages, il n'y arrivera rien, tout est prévu. Puis, à partir de là, l'organisation se met en route. Les équipes... sont hyper rodés. On ne demande jamais 2 fois la même chose. Ça opère. On arrive très rapidement à se poser des questions de points de détail. Si tu regardes nos courriels, le montage. Et puis tout est organisé. Là, ils te disent, on va venir chercher 40 tableaux chez vous. Bon, ok, là, c'est comme, oh là là, toi, tu hésites toujours à en déplacer 2 à l'interne. Puis là, ils arrivent. Mais t'es pété de rire, quoi. Là. Les autres artistes, ils me l'avaient dit, tu vas voir, c'est fascinant, il faut filmer. Là, ils arrivent, ils te cleanent tout, ils te démontent tout, c'est emballé. Ça n'a jamais été aussi propre chez nous qu'après qu'ils soient partis. Ils ont fait le ménage en passant. Mais c'est ça, et pareil au retour, et tu lèves pas le petit doigt, tu travailles, mais tu travailles, c'est un moment de la vie de l'artiste où on te demande que des trucs d'artiste. Puis tout le reste est pris en charge sans même que tu aies le temps de te faire du souci ou... Fait que je lui ai dit des trucs à André. À un moment, elle m'a dit, est-ce que tu veux être là pour l'accrochage ou est-ce que tu viens à la fin? Puis à n'importe qui d'autre, mais jusqu'à elle, j'aurais dit, mais il n'est pas question que je ne sois pas là pour l'accrochage. Et à André, j'ai dit, non, vas-y, tu as ma pleine confiance. Et voilà. Et je suis même pas venu la veille, là. Je suis arrivé 15 minutes avant l'heure officielle, puis je l'ai quasiment découvert avec les gens, l'expo. C'était écœurant. T'as pas été déçu? Non, du tout. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est plus beau. Ça, c'est l'autre aspect. La maison s'y prête. La maison, elle fait partie des rares maisons qui a été conçue pour
ce quoi elle fonctionne. Ça a été fait pour accrocher des tableaux au mur. Ce n'est pas le cas de tous les établissements dont c'est le métier. Donc, il y a ça. Et j'ai encore perdu le fil. Tu n'as pas été déçu. Non, c'est ça. C'est pas déçu, c'est plus que ce que tu as imaginé. Ouais. Puis ils ont réussi, parce que l'expo était double avec la bibliothèque où il y avait les illustrations du livre pour enfants. Et voilà, ça s'est bien fait entre les serres et les illustrations. Donc, non, c'est le rêve. Si on l'efface et puis qu'on le recommence, il n'y a que moi qui m'en rappelle, je dis oui. Ça fait partie. Je déteste faire 2 fois la même chose, mais ça, je le refais 2 fois sans problème. Donc, ton histoire est aussi une histoire migratoire. On a parlé, tu as grandi en France, vous avez fait les allers-retours, vous êtes maintenant installé au Québec. J'aimerais savoir plus sur ton enfance en France. Okay. André me disait que Sylvain dit souvent que tu as grandi dans un château. C'est une façon de parler ou c'est vrai? C'est une façon de parler. Non, en fait, non. En fait, c'est le truc que je raconte jamais. Puis là, je le raconte plus. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé au château à cause de l'arthrite. Là. Puis c'est vrai que j'ai eu une enfance idéale. Vraiment idéale. J'ai des parents vraiment smart. Oui, c'est vrai que j'ai grandi dans un grand château. Puis un château de plaisance, là, pas un château fort. Donc bon, voilà, un château comme un château de prince et de princesse. Donc, un endroit feutré. Il y a quelques jours, je disais, dans un amoncellement d'œuvres d'art, d'objets d'art. Voilà, donc j'ai grandi dans un musée où tout est beau. Il n'y a rien de... Partout, tu regardes, c'est beau. Bon. Un père médecin, tu disais? Un père médecin, ouais. Psychiatre, chef de service en psychiatrie dans le public. Donc, un père... j'ai des parents qui sont des modèles. Alors, ça aide aussi à avoir envie de se dépasser. J'ai un papa qui nous a éduqués, maman aussi, avec la conscience qu'on était privilégiés et que cette raison-là faisait qu'on avait une obligation de partage et de transmission. Donc, oui, il y a tout cet univers très privilégié, très caché. Il y a le château, mais il y a toute la vie qui... l'été, c'était sur un bateau et puis l'hiver, c'était sur les pistes de ski olympique. Voilà, il y a tout ça. Mais il fallait partager. Fait qu'on partait au ski avec la copine. Il y avait tout le temps du monde à manger à la maison. Évidemment, il y a une piscine. Donc, comme il y a évidemment une piscine 20 ans avant tout le monde, ben mon père, il apprend à nager à tout le village. Puis là, il n'est pas question que la piscine, ça soit juste pour nous. Donc, même avec mes frères, des fois, on en a ras-le-bol parce qu'il y a tout le village qui est chez nous, quoi. Vous étiez combien d'enfants? On est 3 garçons. OK. On est 3 garçons, je suis le premier. Et voilà. Donc, ça, c'est une vie très privilégiée, très en retrait, mais aussi très, très partagée et très... La maman était au château ou elle travaillait à l'extérieur? Alors, moi, après que j'ai quitté la maison, maman est retournée travailler. Mais c'est ça, une fois qu'on a été comme élevés les 3, là, elle est retournée travailler. Donc, maman, elle, au départ, elle est moi, je viens d'un monde qui est très dans la médecine et dans la psychiatrie. Donc, maman était infirmière spécialisée en psychiatrie. Ensuite, elle a évolué dans sa carrière. Elle est devenue archiviste médicale et bibliothécaire médicale. Donc, elle a remis sur pied les archives de l'hôpital psychiatrique où ils ont travaillé les deux, fait leur carrière. Et c'est un hôpital dont on a fêté les 150 ans. J'étais jeune homme. Donc, elle a aussi... révéler des archives, parce qu'il y avait des écrivains qui ont été enfermés là, il y a des gens qui ont été cachés, en fait, qu'on a hospitalisés en psychiatrie pendant la guerre parce qu'ils étaient juifs, pour les cacher, pour pas qu'ils aillent... Donc, elle a fait aussi réapparaître toute cette histoire en reprenant et puis, l'œuvre de ma mère, c'est la restauration du château, parce que le château, il est magnifique, mais quand on est arrivé, d'abord, il y avait plus rien du tout dedans, et puis tout était à réétudier et à réinventer. Donc ça, c'est l'œuvre de la vie de ma mère. Vu que tes 2 parents étaient dans le monde de la psychiatrie, de la santé mentale, j'aimerais savoir, c'est quoi ton rapport avec la santé mentale? C'est quelque chose qui te fascine? La santé mentale, moi, j'ai eu un vrai problème, mais je l'ai su très tard. Parce que les choses sont ainsi faites en France
qu'un chef de service, par obligation de service de garde, doit vivre soit au sein de l'hôpital, soit dans un périmètre rapproché. Donc là, c'est avant mes 5 ans. Avant mes 5 ans, on vit à l'intérieur de l'hôpital, dans un autre château. Ça ne s'invente pas non plus, dans une aile. Là, c'est seulement l'aile. Et donc, moi, ma réalité, c'est que je vis à l'intérieur de l'enceinte. Donc, je partage mes jeux de jardin avec des patients hospitalisés qui, si ce n'est leur physicalité, ont des quotients intellectuels tout à fait adaptés à ce que peut être un garçon de 5-6 ans. Voilà. Donc, mon rapport à la psychiatrie, en fait, j'en ai pas. C'est bien ça qui a posé problème après, parce que j'ai jamais pensé qu'il pouvait y avoir un tel tabou dans la société, qu'il pouvait y avoir une répulsion vis-à-vis du malade mental ou une mauvaise analyse, que c'est des personnes qui font exprès d'être comme ça. Donc ça a été après, quand j'ai... Quand tu as compris, comparer ta réalité. J'ai fait des choses maladroites. Mon premier conjoint, par exemple, je l'avais emmené passer chercher ma mère au travail. Puis là, on s'arrêtait. La bibliothèque était à côté d'un atelier d'ergothérapie, au sens les patients fabriquent des choses pour aller mieux. Et mon père, qui a des idées, qui s'est vraiment distingué en psychiatrie, il avait remis en route une forge du 19e siècle. Et donc, il faisait fabriquer... Alors, tout le monde disait, mais ils vont tuer tout le monde. C'est des tueurs en série qui se retrouvaient avec l'équivalent d'armes extrêmement dangereuses. Donc, ça communiquait avec la bibliothèque de ma mère. Puis ma mère et l'équipe de la bibliothèque allaient prendre le café avec l'équipe du centre, avec la forge, puis les patients de la forge. Et dans la bibliothèque 1 semaine sur 2. Donc là, on passe chercher ma mère, on arrive un peu trop tôt, donc on s'assoit au petit goûter. Puis là, je trouvais que mon conjoint de l'époque, il pâlissait, il avait l'air pas bien du tout. Puis après, il m'en a vraiment voulu parce que moi, j'ai grandi dans un univers de psychiatrie, donc ça parlait comme entre professionnels et tout ça. Et mon conjoint se rendait compte qu'il était entre un gars qui avait poignardé quelqu'un puis un gars qui avait essayé d'étrangler sa mère. Donc, en fait, il était super mal à l'aise. Mais personne ne voit ça quand, dans le milieu. Ça, c'est ce qu'il y a dans le dossier. Ils voient les progrès du jour. Donc, les gens ne voient pas les progrès du jour. Ils ont juste peur. Donc, voilà, mon rapport à la psychiatrie, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à ne pas prendre assez soin des gens qui n'ont pas de rapport à ça, puis ça fait peur, quoi. C'est très intéressant. Avant de... tu as parlé de ton premier conjoint. Récemment, sur Facebook, c'était le jour international du coming out, puis tu as écrit « Je suis homosexuel ». Ouais. Ça a été facile pour toi de faire ton coming out dans ton milieu? Ou, Non, c'est pas facile du tout. C'est pas tant le milieu, c'est l'époque. Okay. C'est l'époque. Parce que le milieu, ça a coincé beaucoup... on va dire la première quinzaine. Voilà. Ça ne fitait pas. Il y avait des logiques quand même de dépassement dans la famille, puis des attentes. Mon père aurait bien voulu que je sois médecin. Et puis, il aurait bien voulu que je reprenne son service. Oui, il y a ces logiques-là. Donc là, je ne m'inscris pas dans des logiques de... Je suis l'aîné de ma famille, mais je suis l'aîné de l'ensemble de ma famille. Donc là, j'étais l'héritier, c'est pas le bon plan de match a priori. Donc c'était pas facile. Il faut replacer, moi, à l'époque où j'ai 20 ans, j'ai 20 ans en 89, donc c'est pas ça du tout. Puis on a la vision du Québec. Le Québec, c'est l'endroit le plus cool pour vivre homosexuel sur cette planète. La France, ça l'est déjà beaucoup moins. Vous avez vu il y a quelques années les manifestations qu'il y a eu à propos du mariage. Quand il y a été question du mariage ici, il y a eu des tensions, mais il n'y a pas eu un bazar pareil pendant des mois, quoi. Donc, une homophobie latente, elle existe énormément dans les années 80. Il n'y a pas de modèle. Et puis surtout, en 84, c'est le sida.
En 82-84, c'est le sida. Donc là, c'est la fin de la récré. Le peu de récré qu'il y avait eu un petit peu dans les années 80. Donc, faire un coming out, ça a des conséquences énormes parce que la première chose, tu as le sida. Donc, il y a tout ça. C'est pas souple, etc. Et puis, je me rends compte que je vis à la campagne, il y a des gens qui passent entre les... Oui, il y a plein d'associations, de machins et tout ça. Quand tu habites en ville, tu peux aller trouver de la ressource. Ce qui n'est pas le cas forcément dans la campagne. Et puis, tu as des formes d'homosexualité qui ont bonne presse, on va dire. Là, faut être comme ci ou faut être comme ça. Puis à côté de ça, il y a tout un tas d'autres modèles ou pas des modèles, justement, qui ne trouvent pas leur place. Donc, c'est important, je trouve, d'écrire clairement, puis pas je suis LGBTI2+, que personne ne sait ce que c'est. Moi, je suis un homme homosexuel. Voilà. Fait que s'il y a de jeunes hommes qui n'osent pas se le dire, ils l'auront entendu. Je disais, il faut nommer les choses là. Fait que je suis un homme homosexuel. Si ça peut aider de jeunes hommes homosexuels à être capables de le dire et d'être bien avec ça, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être bien, que ce soit pas... Là, j'en fais une revendication ce jour-là, mais sinon, j'en fais pas une revendication, j'en fais une information. Mais avant d'en faire une simple information, il s'écoule beaucoup d'années, beaucoup de militantisme. Et ça a été ça, moi, mon militantisme. Je n'ai pas tant crié dans la rue que fait des articles de moi homosexuel, moi homme homosexuel. Ça a été de vivre mon homosexualité de façon sociale. Donc, je sortais avec mon conjoint. Les repas, un homme, une femme, je disais, écoutez, il y aura un vide. Voilà. Donc, je le faisais très aristocratiquement. Là, je m'impose au cocktail. C'est plus fort que toi? Non, c'est naturel. Donc, ton rapport avec le Québec, c'est un rapport amoureux d'abord? Oui, c'est un rapport amoureux. Alors, c'est un rapport lexicologique au début, linguistique au début. Parce que je disais, j'ai fait beaucoup d'études universitaires. Et parmi les études universitaires que j'ai fait les variétés du français, français langue étrangère. Et l'université dans laquelle j'ai étudié, forcément, elle travaillait beaucoup sur le français du Québec. Et il y avait beaucoup d'échanges universitaires avec les universités du Québec. Donc, dans les variétés du français que j'ai pu étudier au cours de ma licence et puis préalablement, le français du Québec, on le décortiquait, là. Bon. En même temps, je me rends compte avec les années que c'était très universitaire et très froid. Oui, les mécanismes linguistiques, on était capable de les analyser, mais hors du contexte et hors de la culture. Donc bon, là, il y a une tournée au Québec qui se prépare, là, qui a mis du temps. Puis il y a les attentats du 11 septembre, fait que c'est compliqué, tout est... Mais ça se fait quand même. Et j'arrive au Québec, c'est pas moi qui devais faire la tournée, puis pour finir, c'est moi qui l'a fait. Mais c'est bien. Donc, on est d'abord accueillis à l'Agora de la danse, et donc Montréal. Fait que là, c'est la claque. C'est la claque totale. C'est la première fois que tu venais à Montréal. C'est la première fois que je viens à Montréal. C'est la première fois que je prends l'avion. En Europe, tu n'as pas besoin de prendre l'avion tant que ça. Hein. Tu peux changer 4 fois de pays en 6 heures, donc juste en voiture. Donc, c'était la première fois que je prenais l'avion. C'est la première fois que je viens sur le continent américain. C'est la première fois que je viens à Montréal. C'est la première fois que je vois une métropole. Paris, c'est pas du tout comme ça. Donc là, ça prend 14 secondes pour traverser la route parce qu'en fait, il y a 6 voies. Puis c'est tout des choses dingues. Puis c'est rigolo parce qu'en plus, Francine Bernier, la directrice de l'Agora, qui est une fille de mouche, à l'époque, l'Agora est sur Chérier, elle m'a installé dans un hôtel à côté du village et tout ça. Elle a même demandé à Sylvain, parce qu'on a le sens de l'accueil LGBT ici, elle a pris soin de téléphoner à Sylvain en disant que Luc, c'est le seul gay de la compagnie, puis qu'il faudrait lui faire voir le village. Donc voilà, on arrive par la danse, par le linguistique, puis là, je rencontre Sylvain. Fait que je tombe amoureux de Sylvain, qui lui est directeur adjoint, directeur du service de l'action culturelle de l'Agora de la danse. Donc là, il n'y a rien qui marche. D'abord, je suis pas célibataire. Là, il n'est pas question que j'aille en Amérique du Nord comme ça. Là, je ne veux pas aller en Amérique du Nord. Je suis un Européen. Moi, je suis dans la défense du patrimoine. Sortez-moi pas d'une maison. Mettez-moi pas dans une maison qui a été construite ordinaire, au XXe siècle. Là, ouais, c'est ça. Puis, j'ai une vie...
j'ai ma carrière en Europe qui fait que je suis une personnalité du milieu culturel avec une vie professionnelle dense. Puis la vie professionnelle dense en Europe, je sais pas, le ministère de la Culture, c'est le Palais Royal à Paris, puis tout ça. Fait que de toute façon, quand t'es pas dans un château, t'es dans un hôtel particulier. Puis là, j'étais à Montréal, puis je sors de l'Agora, puis j'arrive sur le... Puis t'as une superbe maison victorienne, là, puis collé dessus, t'as un building de 25 étages. C'est une bande de dingues. C'est une bande de je m'en vais d'ici, quoi. Puis en même temps, il n'y a rien qui les arrête. Je me dis, ouais, moi, je suis dans la préservation du patrimoine. Donc, si tu retires un clou qui a été forgé à la main, tu remets un clou qui a été forgé à la main. Et idéalement, tu répares le clou que tu as retiré, quoi, pour le remettre. Là, bing, ils te mettent un gratte-ciel à place de la véranda. Bon, c'est des possibles. Fait que je le vois en termes de possibles. Puis là, de toute façon, je suis tombé amoureux. Fait que tout est merveilleux dans le Québec. Là, tout est... Moi, le Québec, il est rose, bonbon. Le Québec, c'est Sylvain. Puis en même temps que c'est fascinant, il y a d'autres logiques... Il y a d'autres logiques professionnelles qui sont un délicieux tourbillon. Puis bon, puis c'est un truc vraiment classe. Dans le truc où on est, il y a tout le temps plein d'ambassadeurs. C'est pas une affaire, c'est forcément cool. C'est la gouverneure générale du Canada qui m'a accueilli, tu sais, c'est comme pas normal, pas en tout comme les autres qui viennent au Québec, ça se passe pas comme ça, là, non. Donc, de toute façon, mon voyage, il est génial, bout pour bout. Fait que j'ai juste envie de revenir. Puis de toute façon, tout a pété quand je suis arrivé en France. La nouvelle est arrivée avant moi. Donc, tombé célibataire tout à coup? On peut pas tout dire non plus dans les entrevues. Mais en tout cas, moi, j'étais... Avant le premier voyage, c'était combien de temps? Ça a pris combien de jours avant que ce soit clair? Là, je suis amoureux. Là. Okay. Non, ça a été plus vite, les décisions... ça, je raconte pas. C'est un truc que je raconte juste quand on est dans les bars puis que ça enregistre pas. Mais la décision s'est prise on va dire, en 3 temps. Étiré sur 1 an, mais le temps décisionnel, c'est 5 secondes la première fois, la description de la maison victorienne, c'est ma décision que ça se peut que j'émigre, ils sont dingues. Oui. Et puis, une carte postale qui arrive par hasard par la poste qui fait « OK, c'est le signe que j'avais besoin ». Je reçois une carte postale d'Immigration Québec à Besançon 2 semaines avant qu'il arrive en France pour les vacances. Bon, voilà. Fait que c'est ça. Après, la mise en œuvre de l'immigration, faut faire les papiers, faut solder ta vie professionnelle très dense, comme je disais. Là, Mais tout ça, ça s'est passé sur une période. Combien de temps après ton premier voyage à Montréal? Premier voyage, c'est novembre 2001. Je reviens en avril 2002 en séjour personnel pour voir où j'en suis de ma situation personnelle, prendre du temps avec Sylvain, parce qu'il a une vie il n'a pas de temps libre du tout, Sylvain. Donc là, on est dans nos vies respectives archi-pleines, sur 2 continents, dans 2 fuseaux horaires. C'est à partir de là que j'ai arrêté de dormir. C'est quoi, tu dirais, la plus grande différence entre le Luc enfant puis le Luc adulte? Oh, il n'y a aucune différence. Non. C'est juste... le Luc adulte a ouvert plus de tiroirs de la commode, mais il en reste encore plein. Mais c'est tout. Je développe le Luc enfant. Je vous dis, j'ai une enfance... j'aimerais tellement qu'on puisse la cloner, mon enfance, puis la donner. Je fais que, dans ma vie d'illustrateur puis de personnage pour enfants, je fais que de rencontrer des enfants qui n'ont pas une enfance du tout aussi chouette que la mienne. Donc, du coup, j'aimerais ça, pouvoir en donner des bouts, ce qui ne se peut pas comme tel, mais je peux le faire en faisant rêver, en faisant des œuvres d'art pour les enfants. Avec puis Lulu. en rendant des... C'est ça, mon super pouvoir. Mon super pouvoir dans la vie, c'est que je suis capable de donner des clés à des enfants, mais vraiment, quoi. Au point que... Puis mes étudiants, c'était pareil. Ils me réécrivent. Ils me réécrivent, là, j'ai des grands dadets de 35 ans qui me réécrivent que j'ai changé leur vie. Puis ça. Sinon, de façon générale, des regrets ou aucun? Non, des regrets, non. Je fais très, 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 très attention à ne pas avoir de regrets. Tu rêves à quoi? As-tu une
Bucket list. Ouais, mais là, il va falloir 3 heures de plus. Hein. Là, bon, en dehors qu'il faut que la pandémie finisse, puis tout ça, là, qu'on puisse refaire des trucs, cette fois-ci, forcément, on a changé d'époque. Donc là, j'ai super envie de construire le monde post-pandémique. Donc voilà, je pense à ça, le monde post-pandémique, dans les zones où je suis bon pour intervenir, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Donc il y a tout l'aspect, on va dire, entertainment, tout avec les gamins, avec les adultes, tout cet aspect-là. Il y a l'artiste, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que j'aurais envie de faire, que j'ai pas déjà fait, puis que j'ai un peu déjà fait. Mon projet de broderie, il va se développer en plusieurs étapes, dont des étapes où ça pourrait prendre des équipes. Puis... Fait que travailler avec des équipes, peut-être que j'aimerais ça à nouveau. D'envergure, assurément. C'est sûr que je veux retourner en Europe, je veux développer... J'ai de la chance, pendant la pandémie, moi je suis rentré dans une galerie en ligne qui est devenue la première galerie en ligne au monde, d'abord d'Europe, puis au monde. Alors au début, je me suis placé dans les 5%, puis après, ils sont devenus tellement gros, je suis dans les 30% d'artistes en tête de la galerie. Fait que moi, mon En termes de vente ou... En termes de visibilité. Puis en termes de vente, je suis moins bien placé parce que je suis vraiment cher. Non, je suis vendu vraiment cher. Mais non, mais ça a l'air que c'est un critère. C'est l'influence du château qui non, c'est qui remonte. les 200 000 vues. Tu sais, la logique, en tout cas. Donc, ça vient vite. Voilà, quoi. Ce qui fait que... Mais ça, c'est pas... voilà, ça reste que c'est du numérique. C'est quelque part... Je vais être super snob, là, parce que c'est ça pareil. Pour le coup, je suis probablement un des plasticiens les plus vus dans le monde, là, avec un portfolio pareil, puis une galerie pareille. Sauf que ça a juste fait d'augmenter les affaires que... C'est pas que je suis tanné, mais je veux pas que ça soit si gros. Je vends encore plus à des gens que je connais pas. Ce que j'avais adoré avec les hommes serres, c'est que c'est moi qui ai vendu l'ensemble de tout ce qui a été vendu. C'est moi-même qui l'ai fait. Donc, je sais à peu près où ils sont. Ou, bon, de temps en temps, je retombe sur un où on m'en signale un. Je me dis, ben là, comment celui-ci peut être là? Puis, bon, j'en ai vendu 150, je peux pas me rappeler de tous non plus, là. Mais si je replonge dans les factures, je retrouve. Là, il n'y a aucune raison. C'est pas moi qui fais les ventes. À un moment, voilà, il y a des courriers, des machins. Je trouve ça impersonnel, finalement. En maudit, moi, ce que j'adore, c'est aller chez les gens, voir comment ils l'ont accroché ou qu'ils m'envoient une photo. Là, c'est des gens, je sais pas qui c'est, dans des pays où je suis pas allé. Tu reçois un chèque, puis ça finit là. C'est ça, un virement. Il n'y a rien de physique. Il n'y a pas de physique. Donc bon, je me plains avec une petite cuillère en argent dans la bouche, mais en même temps, je l'ai eu tout de suite en naissant. Donc. Je trouve qu'on a eu une belle rencontre. Vraiment. Je te remercie beaucoup pour ta présence puis pour ton ouverture. Là, tu sais, là, t'as été... Ta générosité, tu été très généreux. Oui. Merci, mais bon, c'est un plaisir. C'est quand même pas difficile. Les gens vous posent des questions parce qu'ils s'intéressent à vous. Là, pour le coup, il ne faut pas cracher dans la soupe.